qu'on doit livrer quand le destin chatte. Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième discussion martiale. Aujourd'hui, nous sommes encore avec Emmanuel Gendron de la chaîne Entretien avec un guerrier, Guerrier Podcast, et Marvin Vega, donc de la chaîne Corps Esprit Martial. Ça va les gars? Hugues, ça va bien, salut. toi? Vous êtes bien remis de l'échange du vif échange super profond sur la féminité, le féminisme, etc. Mais Ça oui, devrait aller. on va pas en mourir. Je rappelle Non. qu'il est quand même vachement tôt chez Emmanuel et qu'il nous fait toujours le plaisir d'être là, de se lever. Et quelle heure du coup maintenant? Ben là, tu vois, étant donné que c'est le deuxième volet, ça va pas si mal, mais pour le premier volet, il était 8 heures le matin quand on a Ouais, tout à commencé. l'heure on a commencé la première vidéo, la numéro 4, il y a 8h du matin. Donc c'est le début de la journée pour toi. Ouais. Ok, et donc du coup là, on va se faire un petit tour des vidéos qu'on regarde des fois pour se donner du courage, de la motivation, ce qui nous inspire un petit peu sur YouTube. Parce que même si on est des experts, bien sûr, nous sommes des experts en arts martiaux, hein, n'est-ce pas? Ouais, grand expert. Au moins J'aimerais bien. 1m80. Les bras levés sur une estrade, ouais, ça doit donner ça. Et ben on a quand même vachement de gens qui nous inspirent et des vidéos qu'on regarde des fois pour nous remettre un petit peu de motivation. Surtout en ce moment avec le Covid, on a un peu que ça à faire, donc on consomme de la vidéo. Voilà, donc du coup, moi je vais commencer, et je vais commencer par mon maître qui est maître Han Sang-yoon. Maître Han Sang-yoon, donc, qui a importé le Dongam-do en Europe. Il arrive en 2000, il n'y avait rien. Le Dongam-do n'était pas du tout connu. Et il a vraiment mis les premiers jalons de l'organisation européenne. Aujourd'hui, il y a quelques milliers de pratiquants en Europe, et c'est grâce à lui. Il a commencé au Portugal, avec pas grand monde. Et puis à force de montrer, il a réussi à intéresser des médias comme Budo International, qui lui ont permis vraiment d'avoir une grosse reconnaissance dans plein de pays. Et donc du coup, je vais vous montrer une petite vidéo de lui. C'est une vidéo de coupe de papier. Voilà, donc je vous mettrai rien dans la description. Mais voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est, ce qui me motive moi personnellement dans cette vidéo, c'est de voir un petit bonhomme, quand même, qui a un sabre qui pèse un certain poids, parce que c'est des sabres qui pèsent à peu près 1 kg, entre 1 kg et 1,5 kg, ça dépend. Ça dépend de ça, parce que chaque sabre est différent. Et d'arriver à couper des feuilles comme ça précisément, ce que j'apprécie beaucoup, moi, ce qui me motive quand je vois cette vidéo, je pense pas que ce soit une de ses vidéos préférées à lui. Je pense pas que lui, quand il se voit, il se dise c'est génial ce que je fais, etc. Mais voilà, moi ça m'inspire beaucoup. Je trouve que sa forme de corps est assez puissante. Les prises d'appui qu'il a, elles sont typiquement Hedon Gomdo, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a vraiment un engagement du corps entier. Enfin, je sais pas si ça se voit d'ailleurs, mais et pas uniquement des bras. Voilà. Après, pour La couper maîtrise de l'arme est excellente. Là. Ouais, couper du papier, c'est pas évident. Hein. Couper du papier avec un sabre lourd, c'est comme si tu essayais de couper une feuille avec une rame de bateau, quoi. C'est voilà, pour couper et pour pas arracher, c'est assez compliqué, parce qu'en plus, plus la lame est fine, plus le degré de précision doit être grand. Puisque moi, autant souvent en démonstration, je coupe des feuilles avec mon sabre, ou avec n'importe quoi d'ailleurs. Sur une vidéo, j'avais fait une fois avec une tringle à rideau, une fois avec un magazine roulé, juste pour la position de la coupe, la dynamique, la détente. Autant ça c'est facile, puisque c'est un objet rond, etc. Mais plus en fait c'est fin, et plus dès qu'il y a un degré de variation, ça va arracher la feuille. Or, il y a une différence entre arracher droit et couper. Quand on a un objet non tranchant, c'est arracher droit. C'est dur à faire, mais ça va. Avec la lame, il faut vraiment couper. Sinon, ça part n'importe comment. Et voilà. Et en plus, il est précis. Et donc moi, c'est une des vidéos qui m'inspire. Et je vous mettrai le lien en description. Et au niveau des feuilles, c'est des feuilles normales, parce que là, j'ai l'impression que c'est du journal. Donc, là, c'est du journal.
Mais n'importe Ouais. quelle feuille, en fait. Avec un Gingham, quand on a un sabre coupant, n'importe quelle feuille. Après, avec un sabre en bois, on prend des feuilles d'un grammage particulier pour pas que ce soit trop non plus trop dur. Mhm. Parce que le but, c'est pas non plus que ce soit impossible. Mhm. Mais on prend des feuilles, c'est du 80 grammes, je crois. Des feuilles en papier recyclé qu'on prend Oui. actuellement. Et en compétition, ils ont développé des feuilles qui sont un peu plus rigides. Mais on a des sabres en bois qui sont biseautés aussi. D'accord. Donc du coup, c'est pareil, il ne faut pas se tromper. Il faut bien Mm. couper droit parce que sinon, ça arrache tout, quoi. Enfin, dès que l'arme est fine, bah, ça arrache tout facilement. Mm. Voilà. Et Très cool. en tout cas, c'est une Ouais. personne moi, que j'apprécie énormément parce que j'ai pas beaucoup appris en fait sous sa direction. Mhm. Maintenant, j'apprends beaucoup avec lui, avec aussi Maître Lee qui est directeur technique européen. Mais je me suis rendu compte justement que sans avoir fait la majeure partie de ma formation en Gomdo avec lui, ben, on était vachement raccord sur plein de choses. Plein de façons de bouger et aussi sur la façon de penser en fait. La façon de penser les arts martiaux, la façon de voir les choses. Il a un côté qui est très... Lui, il a commencé à 14 ans alors que normalement on faisait pas de Gomdo enfant. Mhm. À l'époque, c'était vraiment tout le début. Mm. Et il raconte dans son livre qui s'appelle Hearing the Sound of Sword, c'est une phrase qu'il disait son maître, que à la fin des entraînements, souvent il saignait du nez. Tellement c'était intense. Voilà, c'était genre, il fallait rester dans les positions qu'on a. Alors nous, on a une position qui s'appelle Kimase, où on a les jambes rentrées. C'est une sorte de Kibadachi de l'extrême. Voilà, je veux pas manquer de respect au Kibadachi, bien au contraire. Hein. Mais voilà, si vous voulez essayer Kimase, je peux vous mettre une petite vidéo. On essaye Kimase, vraiment descendre. Et rester pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Lui, il y arrive, quoi. On a des exercices de merde aussi où il faut faire genre 1000 coupes avec un vrai sabre ou 10 000 coupes. Je crois qu'il a déjà fait 10 000 coupes, lui. C'est vraiment des rites de passage. Voilà, c'est des entraînements qui sont un peu durs. Et à l'époque, en plus, il faisait du sparring au Chokto. Chokto, c'est le Shinai. D'accord. Donc, il faisait sparring Shinai sans protection. Mhm. Ils avaient 2 jours de technique, je crois, et ensuite, tout le reste de la semaine, c'était Chokto, Chokto, Chokto. Donc, il revenait souvent avec des bleus, et apparemment, sa mère lui disait, mais il faut que tu arrêtes. C'est vraiment trop dangereux. Voilà, ça fait partie de la légende. Il a bien fait de continuer. Ouais, il a bien fait. Ouais. Allez, on passe à la suivante, et cette fois-ci, c'est Marvin. Ouais. Une vidéo de Jackie Chan. Je te laisse la mettre, on en parle après. Ouais, ça te va. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose moi qui m'inspire. Parce que déjà, Jackie Chan, c'est un peu un fou dans sa tête. Et quand tu m'as demandé des personnes qui m'inspiraient, j'aurais pu citer énormément de gens, hein, Léo Tamaki, Lionel Froidure, mais plein d'autres, enfin, des gens qu'on côtoie plus ou moins fréquemment. J'avais vraiment envie de mettre en avant à travers ça plusieurs personnes alors soit des personnes qui sont vraiment éloignées et qui me font rêver, ou soit des personnes peut-être auxquelles on ne penserait pas de suite ou qui sont moins connues. Et Jackie Chan, lui, il me fait vraiment rêver parce qu'il a gardé son âme d'enfant et ça se voit dans ses films, dans ses interviews. J'ai vraiment, enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai de quelqu'un qui prend du plaisir à faire ce qu'il fait. Par exemple, je sais qu'il y a quelques, je sais pas si c'est toujours le cas, mais je sais qu'il y a quelques années, c'était un des seuls qui n'était pas assuré avec Samo Long dans le cinéma parce qu'il faut le concours de la cascade la plus dangereuse. Il a failli mourir je ne sais combien de fois. Voilà, c'est lui qui fait toutes ces cascades. Et il s'éclate à le faire. Et puis, il a exporté les arts martiaux à tout ce qu'il fait. Les valeurs martiales, il les apporte, par exemple, il est chanteur aussi. Quand vous allez dans un restaurant chinois, souvent, c'est les chansons de Jackie Chan qu'on entend. What?
Je savais Et- pas ça. Enfin, nous, en France, régulièrement, ça arrive. C'est lui qui a fait la chanson de Mulan aussi, comme un homme en chinois. Ah ouais. C'est lui qui l'a faite. Et voilà, il a ce côté aussi où il montre la face cachée de l'entraînement. Il n'est pas dans c'est un mythe, il est devenu comme ça du jour au lendemain. Il a toujours valorisé l'entraînement dans toutes ses pratiques. Et dans tous ses films, il met en avant l'entraînement et le rapport à l'enseignant. Et c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans ses films, dans sa façon d'approcher les choses. Le rapport à l'enseignant est toujours, il approche, enfin toujours peut-être pas, mais dans beaucoup de films que j'ai vus, il a une approche très saine de l'enseignement. Donc voilà, pour moi, c'est une inspiration sur plusieurs points. L'homme, sans le connaître, mais l'homme médiatique. Quoi. Moi, je préfère ces films avant qu'ils partent aux États-Unis. Oui, il y a encore. Voilà, même après les États-Unis, quand tu regardes le Karate Kid qu'il a refait, quand tu regardes Oui, il après était bien. Les Rush Hour. Après Karate Kid, je sais que tu préfères le premier. C'était mieux avant, t'es réactionnaire. Non, c'est pas ça. Moi, je reviens là-dessus, mais c'est vraiment un truc que je dis souvent. Mais pour moi, le Karate Kid moderne, c'est Never Back Down. Donc là où il y a le comédien français là, qui joue un ancien prof, un prof de MMA. Oui, mais je vais pas te ressortir le nom. Mais... Pas fan du tout de MMA, mais je mettrai peut-être des liens. Mais pour moi, c'est vraiment le truc moderne où tu as vraiment toutes les problématiques du Karate Kid transposées à ce qu'on vit maintenant. Après, je prends compris en effet. Après, moi, j'aime bien Jackie Chan, donc oui, effectivement, ce Karate Kid-là, il se regarde. Non, oui. Mais bon. Mais il n'y a rien qui bat M. Miyagi. Rien du tout. M. Miyagi, il est encore là. Ouais. Je l'ai pas encore déballé. Allez, Manuel. Oui, donc on sort du champ martial à proprement parler. Je me permets de faire une petite intro parce qu'il y a des noms qui me viennent en tête at large. Donc, je dois quand même souligner que, bien sûr, là, le obvious, mes professeurs sont une inspiration du côté des arts martiaux. C'est clair, net et précis. C'est une inspiration première. Mais dans ma vie, et ça va se transposer, je l'expliquerai après, dans les arts martiaux, quelqu'un comme le syndicaliste Michel Chartrand, qui est décédé aujourd'hui, m'inspire beaucoup. Fait qu'on peut écouter un extrait. Un peu partout comme ça dans la province. La qualité d'une société, c'est le soin qu'apprend des plus démunis. Ça fait dur, hein? Faut savoir dire non. C'est gentil de dire que ça a évolué, les affaires, puis on se parle à cette heure, puis l'affrontement, c'est fini. Ben, mon œil, si l'affrontement, c'est pas fini. Donc, quand tu sommeilles d'un cochon, puis quand c'est d'un bas, si tu sommeilles bien que d'un œil, il n'y a jamais deux yeux fermés. Alors, watch-toi, mon frère. On va se mettre en opposition carrée au pouvoir. On va aider tous ceux qui veulent protester, contester et faire la révolution. Mais le pouvoir du peuple pour le peuple, c'est ça la démocratie. Mais nous devons surveiller le pouvoir, exercer le pouvoir. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais si le mouvement syndical ne fait pas ça, je ne sais pas ce qu'il fait. Procéderiez une grève générale de premier. Je pense que ça résume bien. C'est peut-être pour mettre en contexte, c'est ça, c'est un syndicaliste qui a fait grandement avancer le Québec et qui n'avait pas la langue dans sa poche, comme vous avez pu le voir. Et j'ai eu la chance de le rencontrer parce que quand j'étais à l'université, on avait fait un documentaire sur le syndicalisme. Puis c'était dans les dernières années de sa vie, puis il n'avait pas perdu de sa verve puis de son énergie. Puis c'est quelqu'un qui s'est tenu debout littéralement face au pouvoir. Il y a eu une série sur sa vie fictive. Puis dans la série, on voit un extrait où il y avait il y avait une grève et les policiers, c'était il y a longtemps au Québec, une cinquantaine d'années. Le policier menace Michel Chartrand avec un fusil sur sa tente, puis il dit si vous vous tassez pas, puis vous laissez pas rentrer les briseurs de grève, je vais te tirer, je vais te tirer. Puis il a dit arrête de te trembler comme ça, tu vas me rater. Parce que le policier, il chaise. Fait que c'est ça. Fait que bref, c'était un homme qui n'avait pas la langue dans sa poche, qui n'avait pas peur d'être qui il est, qui se tenait debout face à l'injustice. Et c'est quelque chose qui guide ma vie en général. Puis dans la pratique des arts martiaux, de développer la force intérieure, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes élèves. Que d'abord, pour réussir à appliquer ce qu'on leur enseigne, il faut d'abord qu'ils soient forts ici et ici. Et des gens comme ça sont inspirants pour ces raisons-là. Puis je trouve que des gens comme Michel Chartrand, il n'y en a plus beaucoup dans notre société
aujourd'hui, malheureusement, parce qu'on a peur de dire ce qu'on pense, parce que si on dit, on va choquer, on va perdre des commanditaires, on va ci, on va ça. Donc, à la fin de la journée, ça prend des gens qui n'ont pas la langue de bois puis qui n'ont pas peur de se tenir face à ce qui ne fait pas de sens, là. Bref. Voilà. On en a un petit peu comme ça en France, il s'appelle François Ruffin. Ah oui? Et, Je ne connais pas, je vais aller voir. et puis c'est agréable de voir un Québécois s'énerver un peu. Ouais. Et puis aussi, ça me rappelle un film que j'ai vu là, c'est sur un député qui doit résoudre une affaire. C'est un film québécois, je sais plus comment ça s'appelle. C'est avec celui qui a fait Starbucks. Patrick Huard. Ouais, OK. Donc Il doit résoudre un truc. Ouais, il joue Guy Bord. Enfin, il joue un Oui, député. OK, ouais. Guy Bard s'en va t'engager. Je ne l'ai pas vu le film, par contre. Mais Ouais, avec Patrick Huard, ouais. j'ai bien aimé. Ouais. Ça me rappelait un peu ça quand il s'est énervé. Ouais. C'est Non, on est coloré quand on s'énerve, les Québécois. Là. Mais c'est super d'avoir des références comme ça, parce qu'en fait, ouais, effectivement, de nos jours, on n'ose plus, en fait. Enfin, moi, je vois beaucoup de gens, ils osent plus parce que ils ont peur, en fait, simplement. Ouais. Et puis, comme on parlait tout à l'heure dans le podcast sur le féminisme, la société nous éduque de plus en plus aussi à ne pas nous rebeller, en fait. Mm-hmm. On voit la descente du syndicalisme. Voilà, c'est un climat global. On aseptise la société, on la rend la plus pacifique possible. Ce que je trouve le pire, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte, qui sont pas forcément, encore une fois, je reviens là-dessus, mais qui sont pas responsables de ça, parce que c'est ce qu'on leur montre tous les jours, donc forcément ils sont influencés. Exact. Puis, tu vois, j'ai vu un meme là, sur Internet, là, un petit dessin comique, puis c'est quelque chose qui revient souvent, puis c'est l'idée, tu vois le grand patron comme assis au milieu de la table. D'un côté, tu as un homme blanc avec une assiette avec de la nourriture, puis de l'autre côté, tu as un homme noir de l'autre côté. Puis là, le patron dit au blanc, il dit, je pense qu'il veut te voler ta pomme. Puis lui, le patron, dans son assiette, il y en a une grosse pile. Et je pense que c'est la plus grande réussite du néolibéralisme puis du capitalisme en général, c'est d'avoir réussi à convaincre le citoyen moyen que la menace, c'est celui qui est en bas, pas celui qui est en haut. Celui qui est en bas, qui reçoit de l'aide sociale, puis parce qu'il y a de la difficulté, puis c'est lui. Lui, c'est un parasite. Mais on peut donner 2 milliards de dollars en subvention, puis je dis 2, c'est peut-être 4, à Bombardier, OK, alors que les patrons de Bombardier se payent des primes de départ de 10 millions de dollars après avoir ruiné la compagnie, et que finalement, on a donné littéralement Bombardier à Airbus, carrément. On a donné Bombardier à Airbus. On leur a dit, ça va tellement mal, prenez-la, on vous donne 50% des parts gratuitement, sauvez-nous. Après avoir investi 4 milliards de dollars d'argent public. Mais la menace sociétale, c'est le pauvre en bas. Tu comprends? Ouais. Fait que ça, c'est des injustices que Michel Chartrand dénonçait haut et fort. Puis le macro rejoint souvent le micro. Si ce genre de choses-là, ça ne te choque pas, quand tu vas vivre une agression dans ta vie de tous les jours, ça se peut que tu ne la reconnaisses pas. Ça se peut que tu tolères des comportements inacceptables parce que dans ta tête, tu sais, c'est le patron. Je peux pas rien dire. C'est le patron. C'est la source de plein de situations de harcèlement qui ont été tolérées et jamais dénoncées parce que les femmes, on revient à l'épisode précédent, ou les victimes en général, ne dénonçaient pas par peur des conséquences ou parce que personne ne va me croire, cette personne-là est tellement plus puissante et plus importante, je mets des gros guillemets, que moi. On ne sait plus faire l'union fait la force, en fait. On n'arrive plus à se dire, mais attends, on n'arrive plus à se dire, moi si, j'y arrive, mais c'est beaucoup de frustration parce qu'on est vraiment minoritaire dans ce cas-là, à se dire que si ça lui arrive aujourd'hui à lui, demain ça m'arrivera à moi. Ben oui. Ce serait même du pur égoïsme d'aider les gens parce qu'un jour ça pourrait t'arriver à toi, en fait. Ouais. Et souvent, ce que je vois dans les bureaux et ce que mes élèves me rapportent aussi, parce qu'en tant que prof d'arts martiaux, on débug des tas de situations qui existent dans la vie, c'est que à chaque fois, les gens, ils disent non, mais moi, il m'a rien fait. Voilà, tu vois, c'est ce genre de situation, le patron puissant harcèle quelqu'un, mais moi, il m'a rien fait, donc je vais pas intervenir. C'est où ça revient aussi la phrase qui dit on leur laisse juste assez pour qu'ils aient peur de le perdre. Tu vois, on en revient à ce gars qui prend toutes les pommes pour les partager avec ses potes, et puis qui dit fais gaffe parce que l'immigré, il va te voler
Il va te voler les deux qui restent. Ouais, c'est ridicule. Là. Ouais. Mais c'est ce qu'on vit au quotidien et on a beau, tu vois, le reconnaître sur un dessin et se dire ah ouais, je suis pas tout seul à penser ça. Et en fait, on laisse ces gens-là faire ce qu'ils veulent, quoi, parce qu'on se sent tellement impuissant. Et après, ça revient à tout, même les élections. On nous dit depuis des années, vous n'êtes pas assez bon pour savoir qui doit diriger. Donc votez comme on vous dit de voter et puis c'est tout. Ouais. Etc. Juste petite parenthèse martiale, pour ceux qui ne l'ont pas écouté encore, écoutez la série Warriors. C'est une série qui est inspirée d'une idée ou en tout cas d'œuvre d'écrit de Bruce Lee à la base, l'idée de base. Et puis finalement, ils en ont fait c'est une série de fiction sur un immigrant chinois qui arrive post-guerre de sécession aux États-Unis. Il arrive sur la côte ouest américaine, puis il y a beaucoup de contexte véridique historique dans la série. Puis il parle beaucoup des frictions entre les Blancs, notamment la communauté irlandaise, qui était très pauvre, qui était ouvrière, et les Chinois, qui étaient vus par les Irlandais comme des voleurs de travail, alors que les Chinois se faisaient amener ici en se faisant promettre par notamment des groupes mafieux chinois. On vous amène en Amérique, vous allez avoir de l'emploi, vous allez avoir des bonnes conditions. Puis ils venaient ici pour travailler sur les chemins de fer ou sur les mines. C'était pas de l'esclavage, mais presque. Puis là, ben, les Blancs pauvres les voyaient comme l'ennemi, alors que l'ennemi, c'est pas lui. L'ennemi, c'est le Blanc patronal qui fait venir les Chinois pour les utiliser comme main-d'œuvre parce qu'ils coûtent moins cher que toi. Fait qu'à la fin de la journée, puis en plus de ça, ben, vu que ça se passe dans le milieu comme des milieux, la pègre, des groupes mafieux chinois de l'époque, ben là, il y a beaucoup de combats d'arts martiaux, mais qui sont complètement dingues. Vraiment, là, comme les chorégraphies de combat sont folles. Et c'est pas à écouter avec les enfants, c'est 18 ans et plus. Là, comme il y a des bouts, tu sais, Tiger Mouth Strike à la gorge, là, je parle en Kenpo, là, mais comme frappe, arrache, ouais. Puis c'est comme t'entends le quand il ferme sa main, c'est comme c'est graphique, c'est très graphique, mais le fond, l'histoire est excellente. Fait que parenthèse. Tu nous as bien teasé là, je crois qu'on est bien chaud. Je compte faire un review vraiment long sur cette série-là éventuellement, mais j'aimerais ça avoir des intervenants historiques et tout, parce qu'il y a tellement de trucs là-dedans. Après, Warriors, c'est basé sur les écrits de Bruce Lee, mais c'est ce qu'il voulait faire à la base avec Kung Fu. Ouais, ben c'est ça, c'est que lui, il avait une idée à la base, il voulait faire un projet, puis finalement, ça avait dérivé sur un autre film. Mais ils ont repris les idées qu'il y avait là-dedans, puis ils en ont fait une série là, récemment. Il y a 2 saisons actuellement disponibles. En France, je ne sais pas sur quel diffuseur vous pouvez le trouver, mais sinon sur Internet. Et c'est vraiment excellent. Ouais. Bref. Super. Pas mal, on va aller voir ça. Ouais. Eh ben, c'est bien. Ça fait parler en fait, ces petits visionnages de... Ouais. C'est cool. Et on va cette fois-ci sur une vidéo de quelqu'un qui, moi personnellement, m'inspire énormément. Il s'appelle André Bertel. Great. From here, this is relax. Slowly, this is just turn. Right? But first, from here, back foot. Okay. Oh, push with basics. Just hitting my hips. See now? So, from here, exercise. One, be careful. No slow. On. Je vous laisserai regarder la vidéo que je mettrai en lien sûrement si vous voulez la voir à la fin en tout cas. Bien sûr. Moi, ce que j'apprécie, c'est ce genre de personnes, c'est ce genre de maîtres en fait, d'experts, c'est la facilité qu'ils ont à mettre en œuvre la technique. En fait, on a des positions qui sont très très. Alors là, c'est un passage de coup de pied parce que j'aime beaucoup quand il fait ce coup de pied qui existe en taekwondo, qui s'appelle Tuchagi en taekwondo. Je sais pas comment ça s'appelle dans les arts martiaux japonais. Quelque chose Giri, c'est ça? Ichiro Giri, ouais, ce serait un Ichiro Giri, je pense. Et dans cette forme de corps-là, au moment où il se retourne en fait, c'est l'instant critique en fait, où il se retourne avec toute la puissance qu'il a de sa hanche pour la libérer ensuite, dans un mouvement très très net. Moi, je trouve qu'une des voies qu'on cherche dans les arts martiaux, c'est d'avoir ce genre de mouvement très net et efficace.
Voilà, c'est là qu'on rentre dans le parti artistique. C'est-à-dire que notre coup de pied, notre blocage, notre frappe va être absolument destructrice et absolument magnifique. Mm. Et il n'y a pas de doute, en fait. On a un niveau d'expertise où il n'y a pas de doute sur le fait que ça va marcher. Quand on voit quand il fait son coup de pied, il donne tout dans le coup de pied. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour. Mm. S'il rate, il devra enchaîner sur quelque chose, mais en prenant en compte le mouvement qu'il a déjà fait. Mhm. Et c'est pareil sur son blocage de hanche où il tourne d'un côté pour frapper de l'autre. Les deux, son mouvement il est net, il est 100% équilibré et 100% engagé. C'est-à-dire que c'est pareil. Et voilà, moi personnellement, c'est une des choses que je recherche dans ma pratique, d'avoir ce côté brutal, mais aussi majestueux. Il y a d'autres vidéos de lui où notamment il fait des passages de kata. Et lui, il me semble que c'est un néo-zélandais, il me semble, qui est marié avec une japonaise, donc il a un dojo au Japon. Et il a cette technique qui est très très souple, basse. Voilà, c'est très karaté en fait. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est vraiment karaté. On sent qu'il n'y a pas de vocation combat sportive. D'ailleurs, il est absolument contre ça, de ce que j'ai pu entendre de ses interviews. Voilà. Mais au-delà de savoir qui c'est, d'être vraiment fan de service, de dire ouais, je suis fan de ce type-là, non. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est sa forme de corps, sa technique et ce que ça provoque chez moi en fait. Parce que les arts martiaux, le combat, tout ça, c'est aussi. On peut gagner un combat sans combattre. Oui. C'est-à-dire qu'on peut arriver et avoir une telle posture, une telle prestance, un tel charisme que la personne en face ne souhaite pas combattre. On peut et voilà. Et l'art, c'est vraiment d'arriver à rendre ça. C'est-à-dire que je sais pas, moi je dégaine mon sabre ou je suis en position et la personne en face se dit ah ouais mais là il y a du level quand même. Et voilà. Et en plus, je pense que ce qui fait venir aussi les élèves dans nos écoles, c'est le fait que quand on bouge, les élèves se disent ah waouh, moi je sais pas faire ça. Ça paraît simple, mais je sais pas faire, ça m'inspire. Et c'est-à-dire qu'il y a un truc que le cerveau, c'est inspirant, ouais. Il y a le cerveau, il y a un truc que le cerveau ne peut pas matcher. Tu vois, le cerveau ne peut pas comprendre. C'est de l'ordre, ça nous fait remonter de l'ordre de l'émotion. Tu vois, et cette émotion, quand on l'analyse, c'est de la pure technique et un pur engagement dans ce style-là, dans cet art-là, tu vois, dans cette matière-là. Et moi, voilà, c'est juste comme ça, moi, ça, tu vois, ça suscite encore l'émotion chez moi toujours, et du coup, ça me permet de m'entraîner plus fort. Quand je vois ça un petit peu, c'est un petit peu comme des pré-workouts. Il faut monter la tension, la température. Et puis, il y a un niveau d'explosivité, je trouvais ça hallucinant, là, comme tu entends les coups claquer, clac, 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 c'est comme, wow. Et puis on en parlait en off tout à l'heure, c'est la capacité qu'ont certaines personnes d'impacter sans faire mal. Ça se joue dans l'intention, c'est-à-dire que je suppose que ces hookés ont pris un shoot, hein, faut pas rêver non plus, ça leur a pas fait du bien, mais ils reviennent et puis continuent pour la démonstration, pas parce que ça demande un effort, mais parce qu'il y a une maîtrise derrière. Absolument. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va avoir perdu avec le confinement et qu'il va falloir retrouver. Je plains les hookés à la reprise. Ouais. Il y a une chose que des fois on dit, tu sais, quand le prof montre, ça marche toujours mieux que quand les élèves font entre eux. Et quelque part, c'est pas mauvais et c'est pas bien non plus, mais tu vois, on dit c'est pas bien, du coup c'est triché, etc. À un moment donné, si tu arrives à transposer le charisme du prof sur quelqu'un qui ne te connaît pas, et tu vois avoir le même effet, tu vois quelqu'un qui va pas être sûr de lui, qui va te mettre un coup de poing, tu vas même pas bouger, tu vois. Mais quelqu'un qui est sûr de lui, au moment où il pose son appui, tu as envie de partir. Tu vois, c'est de l'ordre de l'animal, c'est de la prédation, quelque part. Tu vois, quand tu vois le truc arriver, tu dis, ok, bah lui, ça rigole pas, c'est pas fait. Donc, c'est quelque chose aussi qui, moi, je pense qu'il fait partie des arts martiaux qu'il faut travailler. Comment se poser, comment regarder, enfin, tout ce qui se passe autour. Après, moi, je fais du sabre, et du coup, comme on se touche pas, comme on peut pas s'attraper, on est beaucoup dans la vision de ce qui se passe, je reviens, de ce qui se passe dans ces moments-là. Donc, on est beaucoup dans tout ce qui entoure la pratique. Mais tu vois, en parlant de ça, moi, il y a un truc, c'est sûr et certain que quand tu enseignes une technique, toi, tu es capable de l'adapter à la différence de la personne qui est devant toi. Mais l'élève, lui, toi, tu l'enseignes, tu as pris un élève de telle grandeur, peu importe, ça a super bien fonctionné. L'élève qui pratique avec quelqu'un, tu as vu le faire avec quelqu'un de plus grand, il va peut-être essayer de reproduire des proportions qui ne fonctionnent pas avec le partenaire. Donc, il y a tout un apprentissage de faire comme la personne qui est devant moi, elle n'a pas le bras aussi grand que la personne qui était
devant, qui a servi d'exemple. Donc, moi, je dois m'adapter. Puis même quand je vais leur donner un exemple, ben, si c'est un enfant à qui je montre la technique, puis que je dois coincer son bras ici, ben, c'est sûr que son bras est moins long, fait que je vais me mettre à son niveau, je vais me mettre à genoux au besoin, peu importe, pour qu'il comprenne que, regarde, là, tu comprends, le concept important, c'est qu'il faut que tu coinces son bras. Fait que toi, tu n'auras pas besoin de te mettre au sol parce que tu es la même grandeur que lui. Mais moi, pour te le montrer, gars, je te le montre, je te le coince. Puis ça, c'est cette capacité d'adaptation-là. Je pense que ça vient avec l'expérience. Et sans perdre l'intention. Ouais, exact. Parce que tu vas te mettre à genoux, en restant droit, bam, tu as vu que tu étais petite, bam, tu te mets à genoux, mais tu n'as pas perdu ta forme de corps. Non, exact. C'est l'art. Et exact. C'est ça qui est une des plus-values des professeurs, c'est de faire croire aux élèves, enfin, de donner l'illusion que tu n'es jamais en difficulté. Et quelque part, ça c'est. Après, il faut expliquer aux élèves pourquoi on y arrive. Parce qu'il ne faut pas mentir aux élèves, mais il faut aussi leur expliquer que ça, c'est une partie de leur apprentissage. Ouais. D'avoir une forme de corps qui va s'adapter et en fait, on va utiliser les grands principes. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, effectivement, il y a les plus grands et les plus petits, mais on s'adapte tout le temps. Voilà, ça évite que. Puis, comme disait Marvin la dernière fois, dans un live que j'ai écouté sur une chaîne québécoise, que sans mauvaise intention, effectivement, des fois, les élèves sont un peu fainéants entre eux et ils se bloquent déjà, ils ferment la porte à la technique alors qu'ils n'ont même pas cherché à s'engager quoi, dans la technique. Ouais. Du coup, ça marche pas. Ouais, c'est pas évident ce travail d'intention qu'on voit bien hein, dans la vidéo que tu as montrée. Je trouve que c'est pas quelque chose de facile à travailler. Et c'est un travail de longue haleine, de réussir à mettre la bonne intention au bon moment, la bonne forme de corps aussi. Je pense que tout ça, c'est tous ces principes qui vont faire du mal quand on va reprendre le dojo, parce que même si on les travaille seul, va falloir réapprendre à les mettre dans le maï en japonais, la distance et le temps. Et là, ça va être rigolo, je pense. On va devoir retrouver nos repères. On va être comme quelqu'un qui a eu un plâtre pendant 2 ans ou 1 an, et puis il va falloir qu'on réapprenne à marcher. Ouais. C'est comme le vélo. On reprend nous tranquillement mais ça va ici. Revenir, hein. C'est vraiment, ça va être quelque chose. Là. C'est sûr que ça va être un défi. Allez, une petite vidéo de Takashi Kinjo. Cette vidéo vous est présentée par ImagineArts.digital. On a plus au passage. Je suis pour le copain. Et à partir du moment où vous avez intégré ce travail-là, vous pouvez enchaîner. Et tout ce que vous faites, faites-le en avançant. Toutes les réponses que vous allez faire, il va falloir avancer. C'est vraiment ce moment-là qui... Faites-le en avançant. C'est vraiment ça qui m'intéresse dans sa pratique. Il a une façon de rentrer. C'est pas quelqu'un qui est très grand physiquement, mais toutes les vidéos où je le vois très très peu reculer. Toujours réussir à prendre le centre. Donc d'un point de vue technique, il m'intéresse sur ce point. Et puis d'un point de vue pédagogique, il fait partie des personnes qui m'inspirent le plus. Je ne sais pas quel âge il a aujourd'hui, mais il enseigne toujours aux enfants dans son dojo. C'est de lui dont je parlais, qui disait à chaque fin de cours, les élèves montrent et doivent s'applaudir. Et il a instauré ça. Il a vraiment une pédagogie qui est hyper intéressante. C'est quelqu'un qui, on voit qu'il enseigne à tout le monde. Hein. Il a une femme en tant que Uke quand il vient du Japon. Pour faire rappel avec le dernier, ça fait plaisir d'avoir une femme japonaise. C'est pas souvent qu'on voit des Japonais venir avec une femme en tant que Uke. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis, j'ai mis celui-ci aussi parce qu'il n'y avait pas de vidéo de mon premier professeur qui était en fait... alors, il n'est pas du tout connu, mais c'était un des tout premiers enseignants de Emilian Deol, la championne olympique en judo. Et c'est quelqu'un qui fait preuve d'une humilité à toute épreuve. C'est un des rares enseignants qui a su passer le flambeau
assez tôt, il a vu qu'il allait devoir arrêter pour des raisons de santé, et puis pour d'autres raisons personnelles, il ne pouvait pas suivre pendant un moment. Il a su passer le flambeau, soutenir les élèves. Voilà, moi, il m'a passé le flambeau, il a passé le flambeau à mon grand frère, il a tout donné. C'est vraiment, enfin, pour moi, il incarne le Shoshin, l'esprit du débutant. Et voilà, j'ai l'impression que Kinjo Takashi, c'est la même chose. Il a vraiment cet esprit débutant. J'ai vu des vidéos où on le voit regarder et vraiment incorporer ce que l'élève a montré. C'est-à-dire que souvent, on parle de débutants, mais on voit des experts qui voient un débutant travailler et ils n'incorporent pas dans la correction le travail de l'élève. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer. Et si l'élève a un défaut morphologique, j'ai envie de dire, qui a vraiment beaucoup travaillé, qui est raide d'un côté, il ne va pas l'incorporer dans son explication, il va lui dire juste « fais comme moi ». Et ça ne va pas vraiment débloquer l'élève. De ce que j'ai vu de Kinjo Takashi, souvent, il part de là où est l'élève pour vraiment l'amener. Et ça, pédagogiquement, c'est intéressant. Et moi, mon premier enseignant avait vraiment ça, c'est-à-dire qu'il prenait... voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué. Après, j'aurais pu parler de tous les enseignants, de plein de gens avec qui on fait des stages. Il y en a plein. Mais voilà, lui, il a vraiment ce côté-là. Et puis, l'explosivité, le fait de rentrer et sur des petites distances, réussir à développer beaucoup de distance aussi, je trouve. C'est-à-dire, il fait des petits pas. Et sur un petit pas, il gagne beaucoup d'allonge. Il oblige les autres à beaucoup reculer. Et je sais qu'il travaille beaucoup les armes, et je pense que ça vient de là aussi. Du coup, Ouais, c'est fou, moi. Au début de la vidéo, il fait un placement, et puis il met ses mains, il pose son corps, et je me suis dit, ah ouais, en fait, je ne regarde pas vraiment. Et puis je me suis dit, ah, c'est là que j'ai regardé. Sa forme de corps, voilà, on en parlait, mais c'est vrai que ça peut interpeller, et ça, tu sais, ça. Je sais pas, comme quand tu vas dans une pièce et que d'un coup, tu sens qu'il y a un mâle dominant en testostérone, tu sais, tu fais attention, tu regardes. Du coup, ça m'a focus un petit peu sur le truc. Et ouais, il a l'air très, très sympathique en plus. Et effectivement, je fais comme lui aussi. Quand on fait des passages techniques, des fois, je demande aux gens de faire une restitution, puis on s'applaudit. C'est important de se valoriser. Oui, mais on avait parlé sur, je sais plus, un podcast, il me semble, je sais plus lequel. On en fait tellement. On en fait trop, voilà, ça y est. On fait tout ça, de toute façon. Et oui, non, mais c'est important le fait de valoriser l'élève, de soutenir. C'est pas évident aussi, tout ça. Ouais, c'est une question. Évident. Est-ce qu'on enchaîne? Always mind your surroundings. Jitsu employs explosive powders. Est-ce que tu peux monter le son, Franck? Est-ce qu'on n'entend pas? Je sais pas si c'est moi. Powerful agents. You must become more than just a man in the mind of your opponent. Who is he? He was a farmer, and he tried to take his neighbor's land and became a murderer. Now he is a prisoner. What will happen to him? Justice. Crime cannot be tolerated. Criminals thrive on the indulgence of society's understanding. Your parents' death was not your fault. It was your father's. Anger does not change the fact that your father failed to act. The man had a gun. Did that stop you? That's the training. The training is nothing. The will is everything. Et voilà, la citation que je voulais. Training is nothing, the will is everything. Ça, c'est quelque chose que je répète des fois. Je cite beaucoup Batman dans mes élèves. C'est un running gag. Mais l'idée de dire qu'on revient à la force intérieure dont je parlais tantôt, de dire même si tu t'es entraîné toute ta vie, si au final tu n'as pas développé physiquement, tu t'es entraîné physiquement toute ta vie, si au final tu n'as pas développé cette force intérieure-là, cette volonté d'agir, cette volonté de se tenir debout, ben au final, quand l'agression ou l'attaque va arriver,
n'auras pas la force mentale, la force intérieure pour y faire face. Et puis il y a aussi, il y a plein de citations dans le truc qu'on a peut-être loupé, là, mais il dit au début, always, tiens toujours compte de ton environnement, néglige jamais ton surroundings, ces choses-là. Il y a tellement de citations dans ce film-là, c'est fou. Puis je pense qu'on c'est pas à négliger dans le cinéma de prendre ce qui est bon en termes de motivation ou d'idées de réflexion. Dans mon enseignement, je m'en sers parce que c'est des référents que les gens ont, que les élèves ont. Fait que oui, c'est vrai, les phrases, quand tu les connais, quand ça vient chercher des personnages que tu aimes ou des trucs qui t'ont touché, ben ça te permet de capter l'attention, puis le message va peut-être plus rentrer que si c'est juste une phrase qui vient de moi au final. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire, mais... Si, ça parle beaucoup plus parce qu'il y a le contexte, les élèves l'ont vu, et puis en plus, il y a le fait de l'imagerie, l'idée qu'ils ont, qui fait que du coup, c'est un héros qui l'a dit, donc on peut le faire, on peut l'adapter. Moi, j'ai exactement la même chose avec le dernier samouraï. Quand il s'entraîne, toi penser sabre, toi penser ennemi, toi penser. Et ça, c'est vraiment un moment... Oui, effectivement, c'est un moment fort. C'est un moment aussi que j'ai déjà cité. Puis on parle, depuis tantôt, on montre des vidéos de trucs qui nous motivent. Je dois quand même lever mon chapeau musicalement à ce compositeur-là qu'on entendait tantôt, qui est Hans Zimmer, qui a fait la musique du Dernier Samouraï et de la trilogie de Nolan. Moi, quand je m'entraîne, j'ai une playlist. C'est Dernier Samouraï puis Dark Knight. Puis ça vient chercher des émotions. Il n'y a aucune parole, il n'y a aucune image, mais ça vient chercher un genre de souffle. Il y a quelque chose dans sa musique qui est porteur de cette force-là que le film véhicule. Autant le Dernier Samouraï que les moments de paix intérieure dans le Dernier Samouraï sont reflétés dans la musique. La musique peut être une source de motivation et d'inspiration vraiment, vraiment intéressante aussi. Ça, c'est sûr. Du coup, je fais un parallèle directement en repartageant mon écran, parce que l'extrait suivant... Frisson. Je le connais par cœur. La musique encore, tu vois? La musique... Ah, Arrêt brutal, on a trop envie de la garder. Moment d'anthologie. Moment d'anthologie, j'espère qu'il restera longtemps anthologie. Hein. Et comme tu disais, la musique, c'est juste énorme. Moi, c'est pareil. Hein. Quand je m'entraîne là ce matin, je m'entraînais et j'avais la musique. En ce moment, j'écoute pas mal de Estastone. Je vous conseille si vous ne connaissez pas. Non, c'est quoi? C'est un guitariste qui c'est un truc entre la guitare manouche, guitare folk, guitare. Il mélange un peu tout. Hard rock aussi, mais à la guitare à la main. Je vous enverrai des petits liens. Mais tu vois, le vidéo que tu as mis, la musique, c'est Bill Conti qui a fait Karate Kid. Puis son frère, c'est Bill Conti qui a fait Rocky. Ouais, j'allais le dire, tu m'as piqué mes mots. Et ça fait donc encore là, un géant de la musique inspirante. 2-3 comme ça, il y a aussi Michael Kamen. Michael Kamen, c'est celui qui a fait Robin des Bois, là, le film Robin des Bois, Prince des voleurs. La musique au début qui entraîne. Là. Je vais mettre en fond, tu vois. Il y a tout Step From Hell aussi qu'on fait de très mais c'est tout récent. Mais et, Michael Kamen, il a aussi fait Highlander. C'est lui qui a fait la BO de Highlander, l'entraînement de Highlander notamment quand il s'entraîne. Je mettrai peut-être aussi en fond comme ça, vous l'aurez. Moi, je suis plus OST de manga quand je m'entraîne que OST de film. Tu vois. Chacun sa sauce. Chacun sa sauce. Il y a mon fils, là, je lui ai fait découvrir Pegasus Fantasy. L'original, là, non, il avait tous les soirs. Il est fan des Chevaliers du Zodiac.
Bon, la version de Netflix, hein, il adore. Mais... Ah oui, voilà ce que j'allais dire, parce que... Bah, du coup, je me suis dit, tu vois, c'est de la merde, mais c'est un bon... Un bon moyen pour le faire rentrer dans l'univers. Et maintenant, il est dedans. Hein. C'est... Regardez les derniers Hades tout seul, là, sur Netflix, comme un grand. Ah, les Hades sont pas mal. Ouais, mais la musique. Et puis, ce Karate Kid, ce film, je prends un jour le temps de faire une vraie review de ce film complète, mais enfin... Et pour moi, des thèmes qui sont plus forts et qui font que c'est vraiment un film d'anthologie, c'est le background des personnages, quoi. Mhm. Ce maître Miyagi, là, qui est juste combattu pour les États-Unis, Mm. alors que sa femme et son enfant mouraient dans un camp de concentration aux États-Unis. Mhm. Et qui n'en veut pas, tu vois, qui continue sa vie et qui a cette philosophie martiale, avec ce gamin qui débarque, qui a perdu son père jeune, enfin, tu vois, ils ont tous vraiment De la profondeur. background forts. Ouais. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Never Back Down, le film, parce que ça s'appelle aussi en français, ça s'appelle À chacun son combat. OK. Et donc, du coup, tout le monde a ses problématiques. Et à un moment donné, une scène très particulière de ce film-là, j'aurais pu mettre d'ailleurs aussi, c'est que, en fait, tu vois le héros s'entraîner, comme dans tous les films de combat. Et tu vois aussi la mère faire ses tâches ménagères parce que c'est une mère toute seule, son mari est mort et elle galère. Elle a 2 gamins, donc tu la vois faire le linge, etc. Ça, c'est son combat à elle, tu vois, de faire continuer que sa famille soit en cohésion et dans un environnement sain tout en travaillant, etc. Et puis, son petit frère qui est dans une école de tennis qui galère aussi à faire son tennis. Tout le monde a son truc, en fait. Et ça te fait pas mal de relativiser sur la vie aussi, que tu sais, quand tu as des élèves, des fois, qui te disent « Ouais, mais moi j'ai ci, moi j'ai ça. » Ils disent « Mais tout le monde, en fait, tout le monde galère dans la vie, en fait. Ouais. Tu sais, on est le héros de notre propre vie, mais en fait, tout le monde a aussi sa série, quoi. Tu vois, tout le monde a aussi son film à lui, voilà. » Absolument. Voilà. Ah oui, non, mais... Puis Karate Kid, il a aussi cette force d'être multigénérationnel. Il a réussi à parler dès qu'il est sorti aux anciens et aux nouveaux, aux jeunes et aux vieux, quoi. Et il a à la fois la sagesse et la fougue. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est évident d'avoir un film qui est transgénérationnel. Et pourtant, les combats sont nuls. Et oui, pourtant, les combats sont nuls. Ouais. Mais tu vois, comme quoi, il n'y a pas besoin de... Non, c'est ça. Mais le combat est un prétexte. C'est ça. Et là, quand on regarde ce dont on parle, en fait, on parle très peu des mouvements. On en parle un peu, mais c'est beaucoup plus la philosophie des personnes qui nous inspirent. Ah oui. Par exemple, un film comme The Raid. Non, là, je l'ai pas vu. J'ai pas vu, non. Je sais quoi. Ils sont dans un poste de pompier ou de police, puis ils sont emprisonnés dedans. Dans un immeuble qui est tenu par... Et le mec, en fait, il fait que c'est une longue scène de combat d'1h30. Ouais, moi, franchement, je me rends compte que j'ai plus l'âge de regarder. Tu veux de la profondeur. Ouais. Voilà. Avant, je me faisais en boucle Polystory, tu vois. Polystory 1, 2, machin, etc. Puis maintenant j'ai plus le courage de regarder. Trop de combats, tu vois. Trop de combats longs, en fait. Je préfère maintenant des trucs un peu plus développés. Ouais, avec de l'histoire. C'est l'âge. C'est l'âge. On finit par Mike Horn ou bien? Allez. Pas de préférence de timecode? Non, en fait, c'est la vidéo en soi. Alors, on va pas regarder 12 minutes, hein, mais on peut mettre 2 minutes comme ça. Je sais plus si dans la vidéo, il met des images du bout du... Ouais, il en met peut-être. Ouais, c'est ça, il a fait en animation. Il n'y a pas comme ça vers les hommes. Il y a quelque chose qui ne va pas. À 4-5 mètres devant moi, il arrête, il se couche sur la plage et il me regarde. J'attends quelqu'un qui siffle, il loue, il fait une demi-tour et il repart dans l'autre sens. Et là, je savais qu'il y avait quelqu'un présent. J'arrive, il y a... Et là, mais c'est un truc de... Quelqu'un qui ne doit pas être là. Il me raconte l'histoire en disant que ça fait 16 ans qu'il est là. Lui, il était mis là pour pêcher parce que il a bu... Je ne sais pas si vous connaissez Mike Horn, je suppose. Hein. Tu connais pas? Il a fait le tour du monde sans moteur, en passant par l'Équateur. Il a fait plein de concours, de défis, c'est plein de défis. Et dans celui-là, il explique qu'il avait toujours voulu rentrer dans un goulag. Donc, il va dans un goulag et il s'échappe d'un goulag. Et ce mec a fait des trucs de fou. Il vous raconte dans une vidéo comment il a perdu un bout de son doigt aussi, parce que congelé, et qu'il n'avait pas senti qu'il y avait son doigt qui était congelé. Enfin. Et pour moi, j'en parlais
avec Alexandre Krasgorczyk. Si on devait rapprocher les arts martiaux d'une autre discipline, pour moi, ce serait les sports extrêmes en extérieur. Et c'est ce que ce mec fait. Concrètement, il est très ouvert sur ce qui se passe autour. Et en même temps, il met tout le temps son ego de côté. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il connaisse, il se renseigne à fond, il repart, il revérifie, il teste. Rien qui l'oblige à aller dans un goulag pour tester ses capacités à survivre dans la nature. Mais il le fait parce qu'il est curieux de voir son efficacité à survivre. Et il teste. Et il se met en position de test, il se met en position de faiblesse. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai un immense respect, qui m'inspire énormément, voilà, dans sa pratique, dans sa façon de faire et dans sa pédagogie, parce que quand il donne les choses, il les donne comme il est. Si vous avez envie, même pour camper ou des choses comme ça, il donne des conseils qui sont très terre à terre, comment faire son petit bivouac, comment faire son machin. Et voilà, c'est un mec qui donne des conseils. Il est brut de décoffrage, il est authentique. Et j'aime cette authenticité. Et je trouve que ça se perd un peu avec les arts martiaux, parfois. On veut trop de sophistication, trop de fioritures. Et en voyant des choses comme ça, je me dis, ouais, faut pas oublier. Et j'entends de plus en plus des experts qui disent, effectivement, on devient sophistiqué en France et on retrouve ce côté authentique dans des pays comme l'Europe de l'Est ou certains pays d'Afrique. Et je comprends ce qu'ils veulent dire quand je regarde, par exemple, Mike Horn. Et vous comparez Mike Horn avec un autre qui va vous montrer comment faire des bivouacs ou des choses comme ça, vous allez voir qu'il y en a un qui est beaucoup plus authentique que l'autre. Ça veut dire que l'autre a des mauvaises techniques ou quoi que ce soit, mais moi, ça me parle, cette authenticité. Voilà, tout simplement. Eh ben, c'est super. Tu vois, ça fait un lien avec mon intervenant de mon extrait tantôt de Michel Chartrand. L'authenticité, c'est important. Oui, c'est ça. Bah, c'est cool. Et puis il y a la nature aussi, hein, j'en ai pas parlé, pardon, mais il y a la nature aussi, hein, effectivement, la nature. L'amour de la nature, ouais. Mike Horn, je pense qu'il y a moyen de passer quelques heures à regarder ces vidéos là. Ouais, vous les mettez en podcast, franchement, moi ça me motive vraiment quand on se dit il y a des mecs qui font ça, faut pas avoir peur quand même. Hein. Il y a un accent qui est sympa. Ouais. C'est un accent agréable, tu vois. Ok, et ben je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était vraiment chouette. Oui. Encore une fois, un super gros plaisir de vous avoir. Merci à toi pour l'invitation. Si tu me permets, je voudrais juste faire un coucou du coup à mon tout premier enseignant qui regardera peut-être la vidéo. Dédé, bisous. Parce que je pense pas souvent le remercier, je remercie souvent Armand Vallée, mais parce que pour mettre en avant le Michin, la pratique que je fais le plus souvent. Mais là, c'était vraiment les personnes qui nous inspiraient et du coup, c'est le moment de lui faire un petit clin d'œil. Donc, je profite de ta chaîne pour le faire. Tu vois, moi aussi, parce que tantôt, j'ai dit que mes professeurs, c'était comme obvious, c'était évident que c'était une inspiration pour les arts martiaux, mais quand même de prendre le temps des et Nicolas Saunier, qui sont les gens qui m'enseignent, Nicolas, qui a été mon premier professeur, puis Pierre, qui est son père, qui m'enseigne maintenant aussi. Puis c'est des grands êtres humains. On va dire ça comme ça. Et, je les remercie beaucoup d'avoir croisé ma route, parce que c'est grâce à eux, entre autres, que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Donc, voilà. Merci. Bon, du coup, je vais faire salut papa. On a reperdu Franck. Ah non, il est là. Je vais faire salut papa, c'est cool. Après, je fais plus les arts martiaux que lui fait, et puis on a vraiment des façons très différentes de voir les arts martiaux, mais n'empêche que moi, il y a toujours un truc qui m'impressionne chez lui, et puis que je fais aussi un petit peu, c'est à chaque fois qu'il y a des gens qui veulent te mettre en situation de maître, tu vois, on veut t'idolâtrer, ou on veut te dire maître, machin, etc. On a ce réflexe, lui et moi, et lui encore plus, parce que tu vois, il a vraiment une tête de maître, c'est vraiment un asiatique avec une balafre sur le côté. Donc je disais, mon père il ressemble un peu à Maître Miyagi, Maître Miyagi, en plus grand, si tu veux, en plus balèze. Mais n'empêche qu'il a toujours une blague pour désamorcer des situations qui pourraient être. Il t'a fait peinturer la palissade? Voilà, non, ouais, il ferait boire un coup, lui, c'est son fou, la palissade, tu vois. Ce serait plus genre le maître qui t'emmène, comme dans Kickboxer, dans le bar, pour aller te faire taper contre le. Contre les... Voilà. Non, mais voilà, et il y a toujours une sympathie que les gens, des années passent et ils le retrouvent toujours aussi sympathique. Et c'est un super relationnel. Et moi, j'aimerais bien avoir son niveau au niveau relationnel avec tout le monde, à son âge, et puis avec tout ce qu'il a vécu dans les arts martiaux.
c'est un truc que j'ai vraiment envie de tenir de lui, quoi, un jour, si j'y arrive. Mais tu es sur la bonne voie parce que je trouve que tu as un très bon relationnel, un très bon échange. Tu vois, enfin, créer ce podcast-là sur lequel tu nous invites, je trouve ça super sain. C'est pas tous les podcasts où ça se passe comme ça. Oh, celui de Manuel est très très bien aussi. J'ai été très bien aussi. Hein. Mais C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. ouais, non, putain, tu vas me mettre dans la merde. Non, mais c'est un moment, ce moment d'échange qui est très convivial. En tout cas, c'est super. Et puis même, tu as vraiment, enfin, c'est ce que je disais, dans les vidéos qui inspirent, c'est ce que j'ai marqué sous ta vidéo, sous YouTube, Hop, c'est une vidéo que j'ai regardée l'autre jour avec mes élèves, tu vois, je l'ai mis en partage d'écran, on se l'est faite, parce qu'on sent que tu as cette envie de partager cette passion, et c'est vraiment super. Ouais. Donc, merci pour ce que tu fais, et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Merci beaucoup, merci à toi. Laissez des commentaires. Maintenant, je suis tout rouge, je vais rougir, tout ça. Ouais, mais il y a eu une bouffée de chaleur, c'est pour ça. Ouais. Je vais me cogner la tête contre la poutre en sortant, déjà qu'elle n'est pas très haute, donc j'ai une grosse tête passer à travers. Ok, bah, en tout cas, toujours un grand plaisir de vous avoir. Et franchement, j'ai pas fait grand chose en créant ce podcast. Hein. C'est juste, je me suis dit, il y a 2-3 mecs sympas là, je vais juste les inviter à discuter et puis on verra quoi. Et voilà. Ouais, mais il faut le faire, Ça tu vois, marche. et puis Voilà. Oui, ça colle. Donc ça super. colle. Et puis un de ces quatre, on se fera un live, peut-être pas sur la chaîne, la mienne, mais sur la chaîne de ceux qui savent faire. Oui. Avec grand plaisir de se faire un live. Ouais, bah, carrément, on va organiser tout ça. Ça va se faire. En vrai, mais sinon, ouais, je tenterai de le faire aussi. Hein. Mais, Mais oui, on va le faire. On va faire un live sur chacune des chaînes. Attention, si vous voulez un live sur chacune des chaînes, vous mettez un commentaire. Qu'est-ce qu'on leur demande de mettre en commentaire? Ou le même live diffusé partout en même temps. Ouais. Ah oui, c'est faisable ça. Avec OBS, c'est faisable. Ah, bah, pourquoi pas. Gros challenge. Ouais. En tout cas, ouais, ce sera cool On de s'en le reparle. faire en live avec tout le monde qui a des questions peut-être. Voilà. Bon, allez, on va pas rester 3 heures à se faire des calinous et à se dire Ouais. merci encore de votre présence. J'espère qu'on se refait ça bientôt pour d'autres sujets, d'autres thématiques. Quand tu veux. Plaisir. À bientôt. Merci encore. Bah, du coup, abonnez-vous à toutes les chaînes parce que toutes les chaînes valent le coup. En plus, on a que ça à faire en ce moment d'écouter des podcasts. Donc, n'hésitons pas à nous. Merci. Puis, on aura l'esprit avant d'avoir la technique puisqu'on s'entraînera plus tard. Mais... Ouais, mais Shingitai, il faut tout. Voilà. Et puis, qui sait, un de ces quatre, on se verra peut-être en vrai et on se fera des stages entre nous et ça sera super cool. Ça va se faire. Faut garder espoir. Allez, salut! Bye. Bye.